Donc nous débutons cet après-midi d'audition en recevant Madame Sybille Veil, présidente directrice générale de Radio France. Bonjour Madame. Bonjour. Monsieur Charles-Emmanuel Bon, son secrétaire général. Bonjour monsieur. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Vous êtes donc concerné par cette commission d'enquête au titre de vos deux casquettes, la radio et la musique, par vos orchestres et votre maîtrise. En tant qu'employeur public, il me semble que vous portez une responsabilité particulière en matière de lutte contre les violences, notamment sexuelles et sexistes. Il a été fait état, devant notre commission d'enquête, de plusieurs faits problématiques. Le maintien à la tête de la maîtrise dans les années 90 d'un homme faisant aujourd'hui l'objet de nombreuses plaintes, notamment pour viol. La tradition consistant à laisser héberger dans les logements personnels de vos salariés de jeunes pigistes, pratique qui aurait conduit aussi à des faits de viol et qui aurait d'ailleurs toujours cours. Même si Laure Adler a témoigné devant nous des progrès accomplis au sein de la maison de Radio France, de la radio et de la musique, depuis ses débuts, le rapporteur Erwan Balanant et moi-même souhaiterions vous entendre sur le bilan de votre action en matière de violence morale, sexiste et sexuelle. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges durant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et micro ouvert, à dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Merci, monsieur Bon. Je le jure. Merci. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je tiens à vous remercier vraiment pour le travail essentiel que vous conduisez dans le cadre de cette commission d'enquête. Et je vous remercie également de donner l'occasion de nous exprimer sur la mobilisation de Radio France dans la lutte contre toutes les formes de violence dans son champ de responsabilité. Nous sommes d'autant plus mobilisés dans cette lutte contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes dans notre société qu'en tant que médias, nous avons la capacité et donc la responsabilité de parler aussi fort que possible de cette lutte et de lui donner toute sa puissance. À titre d'exemple, ces dernières semaines, nous avons eu des témoignages absolument poignants qui ont saisi non seulement nos auditeurs, mais aussi qui ont été relayés sur certains réseaux via les reprises de ces interviews. Je pense par exemple à l'intervention de Judith Godrèche ou encore celle de Julia Foyce. Si je peux vous assurer d'avancées significatives menées ces dernières années, je dois aussi vous dire notre humilité à appréhender un sujet qui est éminemment complexe. Nous nous efforçons constamment d'améliorer notre vigilance et nous serons naturellement très attentifs aux recommandations que votre commission d'enquête pourra formuler. Au sein de Radio France, nous prenons toute la mesure de ce combat et de notre responsabilité dans toutes ses dimensions. Notre responsabilité en tant qu'employeur, à Paris, comme dans nos 44 antennes locales, dans les émissions itinérantes, auprès de tous nos collaborateurs, quel que soit leur statut, en CDI, en CDD, en CDDU, pigiste ou stagiaire. C'est également une responsabilité sociétale en tant que diffuseur de contenu, notamment auprès des 15,5 millions d'auditeurs qui nous écoutent chaque jour. S'y ajoute, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, la spécificité de Radio France dans le secteur audiovisuel et de la radio, celui de la gestion de 2 orchestres et 2 chœurs dont les caractéristiques propres nécessitent des mesures dédiées, surtout quand il s'agit de publics particulièrement vulnérables comme les enfants. Je vais donc m'attacher à vous présenter ce que nous avons mis en place sur ces 3 volets avant de répondre précisément à vos questions. D'abord, sur notre responsabilité en tant qu'employeur. Nous n'avons pas attendu les mouvements de ces dernières années pour nous mobiliser dans la lutte contre les violences. Dès 2016, par exemple, une cellule d'écoute a été mise en place. Et lorsque j'ai été nommé à la présidence de Radio France en 2018, j'ai souhaité donner une nouvelle impulsion encore plus forte avec la mise en place en 2019 d'un plan « Libérons la parole » et en faisant de la lutte contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes
un axe prioritaire de notre programme Égalité 360, avec une ligne claire que je me suis toujours efforcée de rappeler dans toutes les rencontres avec les managers de notre entreprise: aucune tolérance envers les violences, quelle que soit leur forme. J'ai appelé ça la tolérance zéro. Et nous l'avons clairement affirmé dans le préambule de notre accord d'égalité professionnelle 2022-2025. Très concrètement, il s'agit en premier lieu de mettre tous les moyens de prévention. Pour la prévention, c'est pourquoi nous avons développé un dispositif important de formation. C'est un plan inédit à l'échelle de l'entreprise car il a concerné l'ensemble de nos salariés à Paris et dans toutes nos locales. Et j'insiste sur le fait que ce furent des formations obligatoires, les managers ayant dans leurs objectifs l'obligation de suivre le suivi par leurs équipes de ces formations à la lutte contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes. Ces formations s'accompagnent d'actions de sensibilisation, multipliant les supports et les canaux pour que chaque salarié ait la possibilité d'en avoir connaissance, avec des campagnes d'affichage très visibles qui ont été réalisées. Et nous avons évidemment saisi tous les événements nationaux, les grandes journées, pour maximiser l'impact de notre sensibilisation en interne. Donc d'un côté, il y a prévenir, créer les conditions, et de l'autre côté, il y a créer les conditions adéquates de libération et de recueil de la parole. C'est ainsi qu'avec le plan Libérons la parole, nous avons largement renforcé notre cellule de traitement des signalements, avec un enjeu premier qui est celui de la confiance. La première parole est une démarche qui demande beaucoup de courage pour les victimes. C'est pourquoi on a voulu mettre à leur disposition une multitude de possibilités de signalement pour laisser le choix de celle dans laquelle le ou la salarié est à l'aise. Donc en plus des possibilités ordinaires de signalement auprès de la médecine du travail, de l'encadrement de proximité, des représentants du personnel, nous avons mis en place 3 voies de recours spécifiques. Une auprès de référents salariés identifiés par type de violence, une via une adresse email libéronslaparole@radiofrance.com qui permet à un salarié de signaler des faits à la direction centrale et aux ressources humaines en toute confidentialité, et une alerte interne en application de la loi Sapin. Enfin, nous avons également mis à disposition de chaque salarié une ligne d'écoute et d'accompagnement psychologique accessible à chaque instant, qui est confidentielle et anonyme. L'analyse de chaque cas est soumise à un comité de saisine qui est collégial et paritaire, de manière à limiter le risque de subjectivité face à des situations humaines complexes et faire en sorte que l'appréciation la plus juste possible soit donnée, de même que les suites décidées, avec des mesures de protection immédiates possibles, des enquêtes, des sanctions, des plans d'action, ceci sans compromettre la confidentialité des personnes qui ont fait les signalements. À chaque fois que des sanctions devaient être prises, elles l'ont été. Et ce, parfois jusqu'au licenciement, puisque depuis 2020, 14 licenciements ont été prononcés pour des faits de harcèlement ou de violence. Avec 4 années de recul, notre plan semble avoir porté ses fruits, puisque dans notre dernier baromètre social interne, en 2023, 93% des salariés déclaraient connaître le dispositif de traitement des signalements, de même que 75% des répondants ont estimé que la prise en charge et le traitement des signalements s'étaient améliorés. Notre deuxième responsabilité, c'est en tant que diffuseur de contenu, avec 7 antennes et nos podcasts présents dans les univers numériques, en particulier de notre plateforme, nous pouvons faire résonner certains messages, notamment à l'occasion des grandes journées de lutte contre les violences et les discriminations. En 2023, c'est 928 programmes traitant de la lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes qui ont été diffusés. Ce chiffre est en constante évolution et son suivi précis est une volonté forte de Radio France. En 2024, de nombreux programmes, journées spéciales, podcasts ont été dédiés à ces sujets. Je pense à des émissions des Pieds sur Terre, de la série documentaire, à l'émission En marge de France Inter, celle intitulée Pour que la honte change de camp, celle intitulée Sous emprise, aux chroniques hebdomadaires d'Anne-Cécile Maillefer sur France Inter, aux émissions d'Anne Toumazov sur Move, au nouveau podcast de Marina Carrère d'Ancos, Trauma et violences sexuelles,
Je pense aussi au reportage en lien avec l'actualité. Celle-ci a été particulièrement fournie ces derniers mois avec l'affaire Mazan, ou encore la série documentaire sur France Culture sur les féminicides, la guerre mondiale contre les femmes, ou l'émission 50 ans de féminisme, où en est-on en 2024, sur Ici. Je termine ce propos introductif par ce qui est une spécificité au sein de l'audiovisuel, celui de la gestion d'orchestre et de chœur. Les 4 formations musicales de Radio France retiennent notre plus grande vigilance en matière de lutte contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes. D'une part, parce que l'excellence qui est recherchée ne doit jamais emprunter le chemin des violences, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient de nature sexuelle ou sexiste. Parce que les modalités de travail en groupe, sur des longues durées, en tournée, ne doivent jamais laisser place à une exposition à des situations à risque. Et parce que, enfin, les enfants qui composent la maîtrise de Radio France sont des publics particulièrement vulnérables et qui nécessitent une protection renforcée. Et je dois vous dire, mais nous reviendrons sans doute après à l'occasion de questions, que la direction actuelle n'était pas présente à l'occasion des faits qui se sont déroulés pendant la présence de Denis Dupailly et que nous avons été très bouleversés, chacun à titre personnel, lors de la révélation de ces faits au printemps 2023 dans la presse, puisqu'il y avait eu un sujet à la télévision et des articles dans le Parisien. Nous avons voulu prendre immédiatement la pleine mesure de cette affaire et nous avons tout fait pour la traiter avec la plus grande transparence, dans une écoute et un dialogue continu avec les membres de la maîtrise de l'époque et une mobilisation entière pour faire la vérité sur ce qui avait pu se produire, que nous sommes allés rechercher dans nos archives de l'époque. Nous avons travaillé étroitement avec la Civise et le juge Édouard Durand, qui était aux responsabilités à l'époque. Et nous avons vraiment tout fait pour faire la lumière sur cette affaire et pour prendre de nouvelles dispositions. Aujourd'hui, nous sommes pleinement investis dans notre devoir de protection des élèves de la maîtrise et nous avons mis en place beaucoup de procédures qui n'existaient pas à l'époque. J'en cite quelques-unes rapidement. D'abord, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire est consulté systématiquement avant toute embauche d'un encadrant de la maîtrise et nous avons demandé au ministre de la Justice une extension de l'accès au bulletin numéro 2 que nous n'avons malheureusement pas obtenu à ce jour. Nous avons interdit les cours et les entretiens individuels avec les élèves jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de 17 ans. Nous avons créé une procédure d'alerte en cas de souffrance psychologique ou physique d'un enfant. Lors des tournées, l'encadrement a été doublé. Les enfants ne sont jamais isolés dans les chambres. Une charte a été élaborée autour des valeurs de bienveillance et de respect au sein de la maîtrise, avec un recadrage de tout adulte manquant à ces valeurs et des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'au licenciement. Le parcours des élèves est suivi par plusieurs professionnels avec l'objectif de multiplier les points d'alerte et de favoriser la compréhension la plus complète possible de l'enfant, de son bien-être, en échangeant aussi avec les médecins ou les établissements scolaires dans lesquels il évolue. Enfin, l'activité des enfants est désormais régie par un contrat de travail et un suivi très strict, évidemment, du règlement des enfants du spectacle. Au-delà des mesures que je viens d'évoquer, nous savons combien cette lutte contre les violences suppose une attention de tous les instants et nous prenons cette responsabilité avec beaucoup de sérieux. Je vous remercie pour votre attention et je suis avec Charles-Emmanuel Bon, secrétaire général de Radio France, à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie pour ce propos liminaire et pour les actions que vous avez mises en place. Monsieur le rapporteur, vous voulez commencer, Erwan Balanant? Juste première petite question rapide sur
Donc depuis 2019, vous nous avez dit que vous aviez mis un certain nombre de dispositifs et de mesures. Nous, on est assez preneurs parce que c'est des bonnes pratiques qu'on pourra regarder, si vous pouvez nous les partager. Et la question que je voulais savoir, c'est sur les protocoles de traitement des signalements et sur le protocole de la résolution des conflits, quand c'est des conflits harcèlement moral par exemple, ou le traitement éventuel judiciaire que vous en faites quand il s'agit de faits. D'ailleurs, pour les harcèlements moraux, il peut évidemment aussi y avoir un traitement judiciaire. Est-ce que vous avez écrit ce protocole, c'est-à-dire les protocoles d'enquête? Est-ce qu'il est écrit ou est-ce que c'est un certain nombre d'engagements que vous prenez? Je vous pose la question parce que je pense que avoir des protocole écrit permet, et consultable évidemment par les salariés, permet parfois aux salariés d'être rassurés sur la procédure qui va être mise en route. Est-ce que vous avez fait cette démarche d'avoir une sorte de... Oui, le bon mot, c'est protocole de résolution des signalements qui vous ont été faits. Et est-ce que cela est écrit dans le règlement intérieur explicitement? Merci, monsieur le rapporteur. Qui souhaite répondre, monsieur Bon? Monsieur Bon, madame Veil, madame Veil. Alors, une réponse à laquelle monsieur Bon pourra apporter des compléments. Nous avons cherché évidemment à expliciter le plus possible toute la procédure, parce que cette transparence-là est évidemment une des conditions de la confiance. Et encore une fois, ce que l'on a pu percevoir, c'est que le plus difficile, c'est d'obtenir la parole, qui, pour pouvoir être libre, doit se faire dans des conditions de confiance. Donc savoir que ce qui va être dit va être confidentiel, savoir de quelle manière des suites vont y être données. Donc nous avons essayé d'être le plus transparent et le plus complet possible dans le traitement de tous les signalements. La première étape, donc il y a un processus de traitement et de suivi qui est très encadré et qui se déroule en plusieurs étapes, avec une première étape qui est une étape de préqualification du signalement, avec la possibilité de contacter soit une personne ressource à la RH, médecin du travail référent, soit d'activer le dispositif d'alerte interne, que ce soit la boîte mail Libérons la parole ou les autres modalités d'accès que je vous ai évoquées. Et ensuite, un membre de l'équipe de prévention et de qualité de la vie au travail organise un entretien pour recueillir les faits et prévoir les étapes suivantes qui, là encore, sont très codifiées, prévoyant par exemple que l'affaire n'est jamais traitée par une seule et même personne, qu'il faut un binôme compétent, prévention et qualité de la vie au travail et juridique, qui reçoit les témoignages, permettant l'instruction jusqu'à la rédaction d'une préqualification de la situation, qui permet ensuite de décider de mesures conservatoires de protection des salariés si nécessaire. La seconde étape, c'est celle de la décision du plan d'action. Sur la base de la note de préqualification, un comité de saisine pluridisciplinaire paritaire prend collégialement les décisions sur les suites à donner, enquêtes, mesures de protection qui sont très importantes, décisions, plan de résolution, d'action, et ce comité est saisi de personnes compétentes de la DRH et des directions opérationnelles. Une restitution ensuite est faite avec un plan d'action qui est suivi par une équipe dédiée qui est rattachée à la DRH. Je ne sais pas si on a d'autres... Vous soulignez l'importance effectivement des procédures écrites, et je crois que c'est le cas en chair de force. Nous pouvons vous communiquer, si vous le désirez, les procédures elles-mêmes. Je pense que ce qui est très important, c'est que les salariés puissent constater qu'il y a une régularité et que les procédures sont toutes traitées de la même façon, de façon à ce que l'équilibre des paroles soit toujours respecté et qu'il n'y ait pas un sentiment au sein des salariés que certaines personnes seraient plus écoutées que d'autres. Et donc c'est extrêmement important d'écrire ces procédures de façon à ce que, en quelque sorte, la qualité du traitement puisse être la même pour tout le monde, quelle que soit sa position dans l'entreprise. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel nous sommes très attachés, c'est d'écouter toutes les paroles et d'avoir une forme d'égalité de traitement, notamment grâce à des procédures écrites qui permettent de garantir que chaque personne, chaque parole est écoutée de la même manière. Vous voulez compléter, madame? En 2021, on avait eu des signalements importants au sein de l'une de nos locales, et ça m'avait conduit à saisir une experte indépendante, madame Sophie Latraverse, pour justement qu'elle fasse l'examen de nos procédures et qu'elle puisse
nous proposer des axes d'amélioration et on a cessé ces dernières années de faire évoluer les dispositifs pour justement prendre en considération notamment ces recommandations et ce qu'on a vu qui pouvait être efficace ou pas ces dernières années. Tu veux continuer là-dessus ou tu veux... Oui, juste continuer là-dessus. Alors, premier point, est-ce que ce rapport de 2021, vous pourriez nous le communiquer ? Parce que je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse le regarder, parce que c'est une sorte d'audit, et donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Juste sur les procédures, est-ce que vous avez dans la procédure des engagements de traitement dans la durée, c'est-à-dire les conflits doivent être... Est-ce que vous fixez des objectifs de durée et généralement, au bout de combien de temps, en combien de temps se déroulent ces procédures? Et si vous pouviez aussi nous transmettre le nombre de signalements que vous avez eu durant ces dernières années, un nombre par année, ça serait très bien. Et est-ce que, je voulais savoir juste, et après, Madame la Présidente, j'aurais aussi d'autres questions, mais est-ce que vous avez réalisé récemment un baromètre? Est-ce que vous avez un baromètre, tout simplement, qui permet d'objectiver, de mesurer les évolutions? Parce qu'on voit que vous avez mis en place un certain nombre de choses, et c'est bien de faire ce que nous faisons, peut-être pas nous assez non plus les parlementaires, de l'évaluation des mesures qui sont prises. Merci beaucoup, monsieur Bon. Madame Veil, monsieur Bon. Madame Veil. Alors, en 2023, j'ai cité le baromètre social interne, dont tout un volet porte sur ces questions-là. Et donc, je vais donner les chiffres. 93% sur la connaissance du dispositif. Ça, c'est un aspect qui est quand même important, parce que le fait de faire connaître, c'est essentiel pour que ça puisse être utilisé. 75% des répondants estiment que la prise en charge de traitement des signalements s'est améliorée. Donc, le traitement et la prise en charge des signalements s'est amélioré. Donc, mais depuis 2023... Et on peut préciser aussi que par rapport au précédent baromètre qui datait de 2 ans auparavant, il y a eu 25 points d'augmentation de la connaissance de l'existence du dispositif. On arrive à 93%, on était déjà à un niveau assez élevé, mais on a encore progressé sur les 2 années sur la connaissance du dispositif. Donc on peut dire que maintenant, la quasi-totalité des salariés s'estiment, quand on les interroge, en connaissance des procédures, notamment de signalement. Merci. Alors, vous parlez des salariés, je vous en remercie. Je vais vous poser des questions sur le témoignage qu'on a eu de monsieur Florent Pommier. J'imagine que vous l'avez écouté et entendu. Donc, lui était pigiste. C'est à la frontière des salariés, puisque d'ailleurs, ça va être ma première question. C'est comment vous informez les pigistes des dispositifs qui existent dans votre entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous racontait les conditions dans lesquelles il a subi une agression sexuelle et même un viol. Il me disait qu'il n'y avait qu'un seul appartement pour les journalistes et les pigistes, et que c'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire à la frontière du contrat de travail, à la frontière des horaires de travail, qu'il a vécu l'agression et le viol. Donc, est-ce que déjà, première question, est-ce que vous avez entendu ce témoignage? Est-ce que vous avez des dispositifs particuliers sur les pigistes? Et qu'est-ce que vous pourriez nous en dire aujourd'hui, si vous l'avez entendu, des leçons ou des enseignements, sans parler de leçons, mais des enseignements que vous tirez de ce témoignage? Sur la situation des journalistes, on a mis en place depuis un certain temps, je n'ai pas la date précise, ce qu'on appelle le planning. C'est un dispositif qui nous différencie de beaucoup d'autres médias et qui permet de sécuriser la situation des journalistes qui commencent à travailler pour Radio France. C'est-à-dire que on voit que pour beaucoup de journalistes, faire des piges, ça permet de se faire connaître d'un média avant une embauche. On a mis en place un dispositif qui sécurise ce temps contractuel où les journalistes, après un examen, intègrent ce qu'on appelle le planning, où ils sont en CDD. Dans ce cadre-là, ils sont affectés à des fonctions qui font l'objet, sont conçues comme un parcours de formation, passant par différentes locales, différents types de fonctions, et sont associés à des indemnisations en termes de frais de déplacement, frais de logement. On met en place tout un dispositif pour faciliter leur logement.
Et bien évidemment, ce sont des questions sur lesquelles on est extrêmement vigilant. Il ne saurait être question à l'occasion de ces déplacements-là que ça se traduise par une mise en danger où on risque des salariés qui travaillent ainsi pour nous avant d'être CDI. Donc, la situation de pigiste dans laquelle s'est retrouvé M. Pommier dans un appartement avec un journaliste, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est quelque chose, en tout cas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle est la situation absolument partout, mais nous avons développé à la fois une situation contractuelle stable, avec des indemnités de transport, de frais de logement, qui doivent permettre aux journalistes de pouvoir se loger par ses propres moyens, et donc de ne pas être dans une situation de dépendance. Et donc c'est vraiment ça l'objet du statut particulier que nous avons créé avec ce planning de journalistes qui sont en CDD et avec une revalorisation qui a été faite il y a 4 ans ou 5 ans, de manière à avoir un niveau d'indemnité logement, d'indemnité aussi de frais, qui permettent qu'ils se retrouvent dans une situation où la précarité ne soit pas un facteur de mise en danger et de risque pour ces journalistes. Tu veux... vas-y, après. Avec, sur la radio est votre radio, mais comme beaucoup, comme tous les médias, il y a des moments qui peuvent être des moments de tension entre des équipes. C'est les moments où il y a la renégociation des antennes et des émissions, des futures émissions, de la grille de programme de l'année suivante. Et il y a la spécificité de la radio avec... et j'aimerais bien que vous nous décriviez comment fonctionne un peu ces producteurs, réalisateurs qui sont le statut. Moi, j'arrive pas toujours à le comprendre. Est-ce que vous avez dans certaines émissions des intermittents du spectacle, ou est-ce qu'ils sont tous salariés avec vous? Comment ça marche? Parce que c'est un facteur de précarité pour les gens qui sont en poste une année, puis que l'année suivante, ils sont pas sûrs d'avoir l'émission. Et c'était un peu ce que nous avait décrit aussi Laure Adler sur ce moment un peu de précarité. Tout le monde n'est pas salarié à vie de Radio France. Comment ça fonctionne? Comment vous gérez ce moment qui peuvent être des moments de fragilité, de précarité, donc de vulnérabilité? Est-ce que là-dessus, vous avez eu des bonnes pratiques qui vont dans le sens de celles que vous nous avez décrites d'ailleurs sur les indemnités pour les pigistes? Madame Veil. Spécificité effectivement du fonctionnement de la production de nos émissions, je crois que ça renvoie à une spécificité de nos radios. Tout est produit en interne. C'est-à-dire que contrairement à ce qui peut être fréquent en télévision, où il y a le recours à des productions qui sont externes, nous, tout est fait en interne. Et justement parce que c'est fait en interne, on a sur certaines fonctions précises recours à des contrats à durée déterminée d'usage, sur lesquels ça obéit à des besoins artistiques ou éditoriaux, nécessitant de pouvoir faire évoluer en effet l'offre et donc la grille à chaque rentrée, ce qu'on fait régulièrement d'ailleurs. Et c'est la situation que vous décriviez, de manière à sécuriser davantage, à donner de la visibilité aux salariés qui sont concernés. On s'oblige depuis plusieurs années à ce qu'au mois d'avril, le salarié en question puisse avoir une information sur ce que sera sa situation pour la rentrée. À savoir, est-ce que son émission est reconduite? Est-ce que son émission va être questionnée avec une évolution possible? Est-ce que son contrat va évoluer? Est-ce que son émission s'arrêtant définitivement, il y a une fin qui est envisagée pour son contrat? Donc la direction s'oblige à être dans une information bien plus en amont que ce qui a pu exister historiquement dès le mois d'avril, pour justement donner de la visibilité aux salariés qui sont concernés. C'est assorti pour ces salariés-là d'un statut particulier qui fait qu'ils touchent des droits d'auteur, qui fait qu'ils sont éligibles à une convention collective qui leur permet d'être comme des intérimaires, d'avoir recours à une clause spécifique de l'assurance aux intermittents du spectacle. Voilà, donc ces quelques dernières années, on a, à la suite de rapports qui avaient été
fait par l'IGAS et l'Inspection générale des affaires culturelles, on avait fait un travail de recensement des types de métiers éligibles et on avait engagé tout un travail pour proposer un CDI à tout un nombre de salariés qui le souhaitaient. Certains ont pris ce statut, d'autres ne l'ont pas pris, parce qu'il y a des avantages, inconvénients aux différents statuts qui sont appréciés par les salariés. Merci. Madame Melchior avait une question et Monsieur Bonnecarrère. Madame Melchior d'abord. Oui, merci Madame la Présidente. Madame, Monsieur, merci pour votre implication sur le sujet qui nous intéresse. J'aurais des questions rapides sur les canaux de signalement, parce que vous avez parlé de beaucoup de signalements, et si ça aboutit à 14 licenciements, je pense que vous en avez eu un certain nombre avant. Donc est-ce vous sentez qu'il y a des canaux qui sont privilégiés, le référent, la cellule d'écoute c'est peut-être intéressant à savoir si on a plus efficace que d'autres. Est-ce que ce sont plutôt les victimes ou des témoins qui signalent ? Et ce qui vous est signalé, est-ce que ce sont déjà des faits graves ou des signaux faibles ? Parce que plutôt peut-être le harcèlement est repéré, mieux peut-être on peut éviter des cas plus graves. Et enfin, vous avez parlé de cellules d'écoute. J'aimerais savoir si elle est interne ou externe et quels sont ses horaires. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bonnecarrère. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, je suppose que vous êtes amené à avoir dans vos responsabilités vos collègues d'autres pays européens exerçant les mêmes types de responsabilités. Est-ce que le sujet qui nous occupe est un sujet franco-français ? Est-ce que c'est un sujet qui vous paraît exister ailleurs en Europe ? Est-ce qu'il vous arrive d'en parler avec certains de vos homologues ? Et si oui, avez-vous pu prendre connaissance de pratiques ou de bonnes pratiques qui pourraient être pertinentes pour nous, sachant que la comparaison avec les collègues est toujours le mode de benchmarking le plus simple et le moins coûteux. Merci de vos explications. Merci. Qui souhaite répondre, Madame Veil ? Alors, sur les signalements, moi je voudrais dire que s'il y a une condition pour que ça puisse vraiment se faire, c'est que les gens déjà soient informés des possibilités qui existent. C'est ce qui est le plus difficile. C'est pour ça que nous avons surtout mis en place une campagne de communication avec des affiches qui étaient présentes partout, avec des formations obligatoires, qui étaient dans les objectifs des managers, avec des campagnes de communication avec des plaquettes. On a vraiment mis l'accent sur cette campagne de communication de manière très forte, avec une multiplicité d'entrées, comme je vous le disais. L'encadrement de proximité, le médecin du travail, les référents salariés, la boîte mail, la cellule qu'on a mise en place, qui est une équipe interne qui est en charge spécifiquement de recevoir et de traiter les signalements. Il y a eu plusieurs périodes. Entre 2012 et 2016, tout d'abord, on était dans une situation d'externalisation des écoutes. Puis après, avec un échange et un bilan fait avec les organisations syndicales, nous avions mis en place une internalisation de la cellule d'écoute à partir de 2017. Ensuite, cette cellule d'écoute, on l'a progressivement professionnalisée, étoffée, avec des formations, des dispositifs d'information des managers. Et à la suite de l'enquête confiée à Madame Sophie Latraverse, elle nous a recommandé d'externaliser certaines enquêtes de manière à pouvoir aller plus vite. Parce que sinon, ça peut peser beaucoup au sein des collectifs, des enquêtes qui sont longues, et à ajuster les dispositifs en fonction des situations qu'on avait. On a vu qu'à partir de 2021, en gros, au moment où on a beaucoup communiqué en interne avec ce plan Libérons la parole, on a eu un accroissement des saisines par rapport à ce qu'on avait avant le plan, et que là, depuis 2023-2024, c'est en train de rediminuer. Donc il y a eu un pic qui a été le plus important en 2022. Ensuite, ça, voilà, on voit une décrue, on espère que ça va continuer. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de faits passés qui, sans doute, ont pu être révélés, ce qui est très important.
ça témoigne. Pour moi, c'est le meilleur indice de la confiance qui peut exister quand des salariés osent parler, osent saisir, parce que ça veut dire qu'ils ont confiance dans le dispositif que nous avons mis en place. Parce qu'il n'y a rien de pire que la crainte pour une de ces personnes victimes, que la confidentialité ne soit pas assurée, que ses propos puissent être instrumentalisés, tournés contre lui ou elle par ses proches, ses collègues, voire sa hiérarchie. Donc la confiance dans l'anonymat, le fait que quand on signale quelque chose, il y a des mesures de protection qui sont mises en place, que ça ne se retourne pas contre le salarié. C'est vraiment un climat de confiance à instaurer qui porte sur l'ensemble des étapes entre le signalement et ensuite le traitement de la situation. En 2022, nous avons eu une 50aine de signalements. Donc c'était le moment le plus important. Voilà, c'était la cloche, le moment le plus important que nous ayons pu connaître. Et sur ces signalements, il y a eu 14 enquêtes et 41 plans d'action. Voilà. Tu veux compléter? Juste pour répondre à votre question sur la proportion. Vous ne pouvez pas avoir les deux micros allumés parce que c'est... Oui. Excusez-moi. Donc on avait avant ce plan plus de signalements en DRH central, donc des gens qui venaient contacter la DRH au niveau central pour faire un signalement. Depuis qu'on a cette cellule d'écoute et notamment sa professionnalisation, on s'est aperçu que de plus en plus de signalements se font vers la cellule d'écoute, qui est le signe que la communication vis-à-vis des collaborateurs a fonctionné et que le niveau de confiance dont parlait la présidente vis-à-vis de ces cellules d'écoute a augmenté. Donc c'est maintenant la très grande majorité des cas se font à travers la cellule d'écoute. Merci. Alors, on va terminer sur la radio pour ensuite... La question de monsieur. Alors, sur l'international, on a eu connaissance par la presse de situations en Suisse, de situations en Belgique, de situations en Allemagne, mais en tout cas, pas à ma connaissance, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais j'en ai pas la connaissance, alors même que je préside le comité radio de l'Union européenne des médias et l'Assemblée générale de la radio, on n'a pas mis en place de procédure de benchmark particulier. Mais c'est des sujets sur lesquels les responsabilités des dirigeants sont telles. Et je peux vous dire que quand vous avez ce type d'affaires, chacun des cas, vous le prenez avec le plus grand sérieux. C'est une responsabilité qui est pénale. On sait à quel point ce sont des situations qui sont des situations de souffrance très importantes pour nos salariés. Donc ça nous arrive d'en discuter, mais il n'y a pas de mécanisme de benchmark particulier que nous aurions à notre disposition, que nous pourrions vous communiquer. Je n'ai pas connaissance de tel contenu. Ok, merci. Alors, donc, on va terminer sur Radio France, puis après, on passera à la maîtrise. Donc... Pardon, parce que je complète un tout petit peu ma question de tout à l'heure. Alors, on fait un peu des allers-retours, mais sur le témoignage de Florent Pommier, est-ce que vous avez envoyé un message spécifique de ne plus accueillir chez des journalistes en poste des personnes plus précaires? Est-ce que un message comme ça a été passé ou pas? Bon, ça, c'est ma première question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un message de prévention fort là-dessus? Et après, il y avait un autre cas sur lequel j'aurais aimé vous entendre parce qu'il est intéressant à plusieurs titres. C'est le cas de Lionel Sanchez, qui était un ancien directeur des programmes de France Bleu. Il a été condamné en 2022 à 2 ans de prison avec sursis pour agression sexuelle sur mineur. Il a de nouveau été mis en examen en avril 2024 pour viol sur mineur. 7 plaintes au moins figuraient dans le dossier. Et pouvez-vous nous dire un peu ce qui s'est passé au sein de Radio France, parce que les cas qui ont été signalés sont des cas, à notre connaissance, en dehors de Radio France. Et nous avons eu plusieurs fois des discussions dans cette commission autour de ces situations où les faits délictuels, voire criminels, se situent en dehors de l'entreprise, mais concernent des personnes de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il a été dit, alors dans la presse, que Monsieur Sanchez accueillait dans son bureau des jeunes hommes au vu et un peu au-dessus de tout le monde, bon, ce qui renvoie à évidemment ce qu'on a pu dire sur PPDA, enfin sur Poivre d'Arvor, sur d'autres. Donc, comment vous avez géré ça? Et pourriez-vous nous expliquer un peu les conditions de son départ? Alors, sur la première question, comme je vous le disais, sur
journalistes qui sont au planning, donc dans des conditions où ils ne sont pas encore en CDI, mais ils travaillent avec nous dans le cadre de contrats en CDD. On a mis en place toute une... je ne sais plus si ça fait l'objet d'une charte, mais on a mis en place tout un dispositif d'amélioration des conditions d'exercice de leur activité dans le cadre de cette fonction. Pour nous, c'est une fonction qui va permettre de sécuriser cette période très particulière dans laquelle ils ne sont pas encore en CDI. Ça, on l'a bien Voilà, entendu. ça, on l'a et fait. Après, sur le logement, moi, je n'avais pas envoyé de message particulier. Est-ce que vous avez été informé avant la commission de ce cas, par exemple? Avant la commission, votre commission d'enquête de ce cas particulier? Oui. Non. Monsieur Pommier n'a pas saisi la direction de France Inter. Alors, il a pu saisir la direction sans que ça me remonte. Il a pu saisir la direction sans que tous les cas individuels ne me remontent pas. C'est possible qu'il ait saisi la DRH et que ça a été traité. C'est tout à fait possible. Merci. En tout cas, ça n'a pas été porté à ma connaissance. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait. D'accord. Et donc, sur le deuxième cas sur France Bleu... Alors, sur Lionel Sanchez, il y a eu un tournant lorsque nous avons eu communication par un courrier d'une de ses victimes en décembre 2017 des accusations qui étaient portées contre Lionel Sanchez, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête disciplinaire interne à partir de janvier 2018 et M. Sanchez a été licencié le 5 mars 2018. Donc, janvier et février, 2 mois, à peine 2 mois et demi après que la direction ait été saisie de ce courrier. Jusqu'alors, la direction n'avait pas d'informations tangibles sur ce qui pouvait concerner les agissements de ce salarié. C'est quand on a eu les informations avec des éléments factuels que, en l'occurrence le témoignage d'une victime, qu'une investigation a été lancée avec des mesures prises assez rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette affaire, compte tenu de sa portée et des faits que vous avez rappelés, a suscité beaucoup d'émotions en interne, beaucoup de réactions, et c'est là qu'on a commencé à durcir très fortement tous les dispositifs internes, cellules, et que c'était une première occasion de réflexion et de durcissement, de prise de conscience de l'importance de pouvoir entendre, recueillir la parole, prévenir ce type de situation-là. Merci. Donc, je vous propose que s'il n'y a plus de questions sur cet aspect-là, on va passer au cœur. Donc, Monsieur Balano. Juste avant de poser ma question, est-ce que vous pourriez nous transmettre sur le mode de fonctionnement entre production, réalisation, production déléguée, par écrit, un peu les schémas habituels des émissions et comment ça marche? C'est pour qu'on ait bien ce cadre-là. Revenir sur la question de la maîtrise et effectivement, vous avez parlé du cas de Denis Dupéy. Déjà, moi j'ai une première question. Aujourd'hui, quel est le statut juridique de la maîtrise? Parce qu'on sait par exemple que l'Opéra travaillait avec la maîtrise des Hauts-de-Seine, qui était un statut associatif. Donc vous, quel est le statut de la maîtrise? Et donc ça nous donnera des indications ensuite sur le statut des encadrants, des personnes qui travaillent pour la maîtrise et qui encadrent visiblement les opérations que vous menez avec la maîtrise. Monsieur Bon. Concernant le statut de la maîtrise, il s'agit d'une partie de Radio France. Radio France est une société, donc Société nationale de programme Radio France, une société unique dont l'ensemble des salariés font partie de la même entreprise. Il n'y a pas de filiale. Tous les salariés font partie de la même entité juridique. Et les salariés de Radio France qui travaillent pour la maîtrise sont des salariés de Radio France. Et donc il n'y a pas de contrat, il y a un contrat d'association avec l'Éducation nationale, puisque c'est l'Éducation nationale qui assure la partie pédagogique qui ne concerne pas la musique. Le reste, les enseignants, les personnels de la maîtrise qui sont en charge du chant choral, sont des salariés de Radio France. Il n'y a pas du tout de système d'association avec d'autres parties, puisque c'est donc la société Radio France qui assure, qui salarie les différents employés de la maîtrise. Monsieur le rapporteur. Donc sur la maîtrise, donc ça, comme ça c'est clair, parce que j'avais un petit doute de savoir s'il y avait une association qui portait un peu la maîtrise et qu'il y avait une sorte de
de support avec vous, mais que ce n'était pas votre entité juridique. Donc ça, c'est un premier point. La maîtrise est un système assez particulier, avec des enfants donc, qui ont un cursus scolaire et un cursus d'apprentissage du chant choral. Donc les professeurs sont des salariés donc, de Radio France. D'accord. La première question, c'est quelles sont leurs qualifications? Comment aujourd'hui, vous nous avez dit que vous les passiez au crible un petit peu en regardant leur bulletin, le niveau 3. Quelles qualifications ils ont? Quel est le nombre, le taux d'encadrement? Vous nous avez dit que quand ils sont en concert, vous avez multiplié les taux, les encadrements pour que les enfants soient bien suivis. Est-ce que, je vous pose toutes les questions, est-ce que vous avez un suivi psychologique de ces enfants, ou alors est-ce que ce suivi est porté par l'éducation nationale? Est-ce que vous avez un médecin qui accompagne les enfants quand il y a des tournées? Et puis dernière question en vrac dans ce lot-là, qui est une question importante aussi, est-ce qu'il y a une association des parents d'élèves qui peut créer un lien avec vous et qui peut justement voir s'il y a des problèmes? C'est rassurant pour les parents de savoir qu'il y a une association et de pouvoir traiter d'un certain nombre de sujets de façon collective entre tous les parents. Est-ce que ça a été mis en place? Et si ça n'a pas été mis en place, est-ce que vous envisageriez de le mettre en place? Madame Veil. Alors, sur la composition de l'équipe qui suit ces enfants, il y a d'une part une équipe administrative de 12 personnes et par ailleurs une équipe pédagogique de près de 20 personnes réparties entre 2 sites, puisque la maîtrise est à Paris d'un côté et à Bondy de l'autre. Et nous voulons nommer 2 référents violences, 2 référents sur les violences, harcèlements sexuels et sexistes, un pour chacun des sites, et les faire former en lien avec l'éducation nationale. S'agissant de cette équipe, donc elle est évidemment engagée dans les principes qui sont au cœur de l'enseignement de cette maîtrise, comme je disais tout à l'heure. Dans ces formations d'excellence, en fait, l'excellence est parfois l'occasion d'une certaine forme de pression. Donc toute la réflexion qui a été menée ces dernières années, et notamment par Sophie Janin, la responsable de la maîtrise, c'était de faire en sorte que on soit vraiment dans une formation dans laquelle la bienveillance soit au centre des valeurs qui sont demandées à l'ensemble des personnels qui à la fois forment et son interaction avec les élèves. Il y a une charte Entendons-nous qui est présentée aux élèves et à leurs parents lors de la sélection, qui rappelle tous les principes et qui notamment exige que ce soit vraiment un choix réfléchi et volontaire de la part des jeunes. Donc on a vraiment essayé de réfléchir à mettre en place tous les éléments, parce que c'est en termes d'horaire très impliquant. Donc il ne faut pas que pour des jeunes, cette charge de travail suscite de la fatigue, de la pression, qui peuvent être des situations qui accroissent sa vulnérabilité. Donc on essaie de réfléchir à l'ensemble des conditions, à la fois par la discussion avec d'autres maîtrises, avec l'éducation nationale, en regardant ce qui pouvait être mis en place ailleurs. 2 guides ont été mis en place pour créer des conditions de transparence totale entre Radio France, les équipes éducatives, les parents et les élèves. Un premier qui contient des règles sur les rapports entre encadrants et élèves, et un second guide qui fait le détail des cours proposés, des objectifs de la scolarité. L'objectif, là encore, c'est d'avoir une transparence qui est complète entre Radio France, les parents et les élèves. On a proposé plusieurs types de dialogues. Dans chaque groupe de maîtrise, il y a un délégué pour aborder toutes les questions avec les équipes pédagogiques. Vous pouvez nous donner le nombre d'enfants? On a un peu oublié cette question. Alors, vous avez raison, c'est ce qu'il y a de plus important, le nombre d'enfants. Voilà. Je vais vous le dire dans un instant. On va le chercher, je vais vous le dire dans un instant. Parmi les procédures, parmi tout ce qu'on a développé ces dernières années pour favoriser la confiance, et là encore, l'expression libre par leurs enfants de leurs difficultés, de mal-être éventuels,
Donc, on a mis en place un délégué qui est élu par chaque groupe de la maîtrise. Ce que nous avons remarqué ces dernières années, c'est que les élèves préfèrent s'adresser directement à une personne de confiance dans l'encadrement en cas de problème, sans passer par un intermédiaire qui soit le délégué. On souhaite instaurer un conseil des maîtrésiens animé par une personne de confiance, non encadrante, là encore pour créer un lieu d'échange, de parole qui soit libre et qui soit un lieu de confiance. Qu'est-ce qu'on a mis en place d'autres? Est-ce qu'il y a des si vous pouvez couper votre micro, sinon le mien se déclenche pas. On n'a pas de technicien son comme de la qualité. Si, on en a, mais pas en nombre autant et en nombre suffisant par rapport à la radio, évidemment. On n'a pas. Mais non, mais c'est pas lui, il n'a pas la capacité d'être devant une table de mixage comme à la radio. Juste sur cette histoire de mise en place d'un lieu, d'un conseil des maîtrisiens, est-ce qu'il y a aussi un numéro spécifique pour les maîtrisiens pour signaler des problèmes? Ou alors est-ce que vous leur avez fait référence des numéros traditionnels comme le 3019 ou le 3018 pardon, ou le 119 pour les numéros qui sont des numéros nationaux qui concernent tous les enfants? Est-ce que vous avez un numéro spécifique, une cellule d'écoute, une capacité pour les enfants d'aller voir quelqu'un particulier, un référent, en disant ça va pas ou j'ai été maltraité? Parce qu'il y a un autre sujet chez les enfants, il y a aussi parfois entre eux des possibilités de harcèlement. Donc tout ça, est-ce que ça c'est géré et de quelle manière? Alors, nous allons mettre en place, on a besoin d'une formation notamment avec l'Éducation nationale, mais donc un référent spécifique par site, un à Bondy, un à Paris, de façon effectivement, au-delà d'un numéro de téléphone, d'avoir une personne à qui parler, qui puisse être vraiment un référent et qui soit bien formé, notamment en lien avec l'Éducation nationale. Et pour répondre à votre question, c'est 160 élèves. Alors, on a mis en place une procédure d'alerte en cas de souffrance physique ou psychologique d'un enfant qui a été créée et dont les détails figurent dans le guide pratique qui est diffusé à l'entrée dans la maîtrise. Tous les élèves réalisent une visite médicale annuelle, soit par un médecin externe qui est référencé, soit avec un médecin traitant. Il y a des contrats de travail spécifiques pour chaque enfant. Et dans le cadre de la charte Entendons-nous, il y a vraiment tout un dialogue qui est noué avec les parents, avec des réunions d'information régulières tout au long de l'année scolaire, de manière à maintenir ce contact privilégié et pour avoir le plus de canaux possible permettant de détecter ce qui ne va pas chez un enfant, ce qui peut ne pas aller dans sa scolarité, dans la formation musicale, voire parfois dans sa famille. Merci. Monsieur Salmon. Oui, merci Madame la Présidente. Je reviens sur vous venez de le réaborder, un terme que vous avez déjà dit dans votre propos liminaire sur les contrats de travail. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Est-ce que ça couvre toute la période de présence des enfants ou uniquement quand ils font des concerts ou ils se produisent? Parce que c'est assez inhabituel d'avoir sur le temps des répétitions, parce qu'il y a des activités musicales faites par des enfants qui ne nécessitent pas du tout de contrat de travail. Donc j'aurais voulu avoir quelques précisions sur ce que couvraient exactement les contrats de travail et qui cela concerne exactement et combien de temps, combien d'heures, comment c'est géré. Madame Veil. Aujourd'hui, donc c'est une mesure qui a été mise en place assez récemment et qui a pour objectif une protection renforcée des jeunes en définissant strictement leurs heures de travail. Ça vise à définir vraiment les heures de travail, de repos hebdomadaires, s'ajuster en fonction de l'âge, du niveau, et sont précisées aussi les conditions de rémunération. Je vous donne un exemple. Les répétitions des maîtrésiens doivent se dérouler du lundi au vendredi, de 13h30 à 18h. Lorsqu'ils participent à des concerts, répétitions ou émissions en dehors de ces horaires, on est extrêmement vigilant au respect des limites qui sont prévues de notre règlement intérieur. Donc on a tout un ensemble de règles de manière à vraiment s'assurer de la durée, la fatigue. C'est autant de contributions, en tout cas de surveillance, qui participent pour nous au bien-être de leurs enfants. Et encore une fois, la formation qui est celle de ces enfants, c'est une formation qui vise à leur épanouissement.
chaque année, on a beaucoup de postulants, beaucoup d'enfants viennent. C'est vraiment une formation qui est perçue par les familles, par les jeunes, comme une chance de pouvoir intégrer cette maîtrise-là, participer au concert. Ils ont un environnement qui est où tout ce qu'on essaie de mettre en place tourne beaucoup autour de la bienveillance, autour de l'enfant, la compréhension de ce qui peut l'aider à être bien. Il y a à la fois des cours de musique sur un instrument en plus du chant choral. Et ce qu'on constate, c'est que à l'issue de leur scolarité, les enfants qui ont suivi ce cursus-là, non seulement ont un cursus de formation musicale vraiment de très bon niveau, mais aussi dans leur scolarité, généralement, ils réussissent très bien. Certains continuent dans le domaine de la musique, d'autres s'engagent dans des très bonnes études, ils gardent des liens avec Radio France. Très récemment, on a eu une compositrice qui a fait une création pour les enfants de la maîtrise, qui était une ancienne maîtrisienne. Donc on garde aussi des contacts avec ces enfants-là. Pour beaucoup d'eux, c'est vraiment une chance. Merci beaucoup. Moi, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la maîtrise, parce que moi, ma question est assez connexe à ça. Est-ce que... Oui, vas-y. Non, vas-y, parce que je dirai après. Oui, mais vous avez en partie répondu, parce que mais j'aimerais avoir des précisions sur comment vous assurez avec les équipes pédagogiques du consentement des enfants, parce qu'on sait que parfois il y a des parents qui ont envie que leur enfant vraiment fasse ce genre de formation, et d'ailleurs ça vaut pour d'autres, parfois pour le sport, hein, mais les enfants n'ont pas tellement envie. Ils sont dans un système qui est un système en plus de l'excellence, avec des exigences, et parfois ils le vivent très mal. Et comment, mais vous avez en partie répondu, mais est-ce qu'il y a vraiment une attention particulière à être sûr que l'enfant a vraiment envie de faire ça et que ce n'est pas une lubie des parents? Madame Veil. Vous avez raison, parce que vous pointez du doigt quelque chose qui est très important. C'est une formation qui est exigeante, parce que c'est des heures de travail en plus de la scolarité normale. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que le jeune soit consentant, qu'il ait la connaissance de ce que ça implique pour lui en termes de travail supplémentaire tout au long de la semaine, à l'occasion de concerts, de répétitions en dehors des horaires habituels, des tournées. Donc, dans la charte Entendons-nous, qui est présentée aux élèves et aux parents à l'occasion de leur sélection, il y a tout un échange qui a lieu justement sur ce côté, cet aspect volontaire d'échange avec le futur élève avant son admission, pour s'assurer du fait que c'est bien lui, qu'il est volontaire, et ça fait partie des critères d'appréciation qui sont une condition nécessaire au fait que le jeune soit sélectionné. Encore une fois, chaque année, on a pas mal de jeunes qui sont volontaires, qui sont candidats. Et ça dépend des années. Là, j'ai pas les chiffres. Ça, c'est pareil. C'est des données chiffrées qu'on peut vous fournir, évidemment, bien sûr. Peut-être, c'est bon pour les... Peut-être il y a juste une dernière question qu'on n'a pas abordée, c'est la question des visites médicales et de l'accès aux médecins pour ces enfants. Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers, ou est-ce que c'est quelque chose qui relève de la gestion parentale ou scolaire? Alors, une visite médicale annuelle est prévue, soit par un médecin externe qui est référencé par nous, soit par le médecin traitant, et nous demandons dans ce cas-là à pouvoir en être informé, mais c'est bien prévu. Et ces dernières années, on a vraiment essayé de renforcer tout ce suivi-là, en essayant de multiplier les contacts avec les enseignants de l'établissement scolaire classique, de manière à avoir un suivi qui soit avec des professionnels de plusieurs types de compétences qui suivent le jeune. Et que les jeunes n'aient pas juste une personne qui le suive, mais un ensemble de professionnels qui discutent de sa situation et qui puissent le connaître et connaître différentes facettes de sa scolarité, de la manière dont il évolue au fur et à mesure des années. Monsieur le rapporteur. On est d'accord que
donc dans le cadre de la DRIETS, donc de la, comment dire, c'est les autorisations de travail pour les enfants du spectacle. Là, vous n'avez pas, vous avez un peu le même système, par exemple, que l'école de l'Opéra de Paris, j'imagine, c'est-à-dire que les enfants font une visite médicale et cette visite médicale leur permet de ne pas avoir à refaire, de ne pas avoir une autorisation à chaque contrat de la DRIETS. Vous avez une sorte de, le fait qu'ils soient dans la maîtrise, est-ce que ça vos contrats et autorisation pour chacun des concerts sur lesquels il va participer, ou alors est-ce qu'à chaque concert, vous devez faire une demande à la DRIETS particulière. Par exemple, l'opéra, ils ont une sorte de dérogation parce qu'ils sont encadrés, etc. Et ça, vous pouvez nous répondre rapidement et puis nous fournir les éléments si c'est plus précis. Monsieur Bon. Je m'en assurerai pour être certain de la précision de ma réponse, mais les enfants sont bien couverts par un contrat de travail dans le cadre du régime des enfants du spectacle qui couvre l'ensemble de leur scolarité. Donc il y a bien un contrat de travail, non pas une succession de contrats de travail, mais un contrat qui couvre. Donc par contre, est-ce qu'il y a une autorisation spectacle par spectacle? Je m'assurerai, enfin je vous donnerai l'information, mais il me semble que le contrat couvre la totalité de l'année scolaire. Alors, les discussions avec l'Opéra de Paris ont été enrichissantes aussi sur la question des enfants parce qu'ils nous ont fait part de leur évolution quant aux soins des enfants, puisqu'ils avaient des visites médicales, mais sur le corps, c'est-à-dire qu'il fallait que le corps, et particulièrement pour l'opéra, soit opérationnel, en bonne santé, etc. Et là, maintenant, ils commencent à doubler ces visites médicales vraiment somatiques, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais corporelles, oui, je ne sais pas comment le dire autrement, par des visites aussi psychologiques ou par la possibilité d'avoir accès à un psychologue. Parce qu'en fait, comme ce sont des formations d'excellence, des formations extrêmement concurrentielles, des formations qui mettent de la pression, qui peuvent être aussi des formations où la pression des parents s'exerce, comme on en a parlé à l'instant. Est-ce que ça, vous l'avez envisagé ou pas du tout ou est-ce que c'est pas dans votre scope actuellement? Encore une fois, on sera très attentif aux recommandations que vous faites, hein. On a cessé ces dernières années d'essayer de renforcer, d'améliorer le dispositif. En effet, on va regarder si ce type d'échange aujourd'hui est prévu. C'est pas le cas. Je pense que compte tenu, voilà, c'est des conditions de travail pour des élèves qui sont jeunes, qui sont encore une fois très particulières. Tout ce qu'on peut faire pour s'assurer de leur bien-être, évidemment que on le fera pour leur apporter le plus de suivi, de sécurité possible. Ça me donne l'occasion de répondre à quelques questions de manière plus précise. Nous avons bien une association de parents d'élèves. Au total, les effectifs de la maîtrise, c'est 160. Pour s'assurer de la motivation de l'enfant, sur laquelle on est extrêmement vigilant, l'enfant passe un entretien séparé des parents. Et nous veillons aux élèves grâce au conseiller des études. En termes de nombre de postulants, on a chaque année entre 100 et 150 élèves et nous en prenons de 12 à 20 à Paris et à Bondy 14. Donc vous voyez, c'est une formation qui suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme parmi les jeunes enfants et ça nous permet vraiment d'essayer de s'assurer que c'est vraiment le souhait des enfants de pouvoir le faire. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce film La famille Bélier. C'est parfois des histoires magiques comme celle-ci, puisque ça retrace l'histoire d'une enfant qui intègre la maîtrise de Radio France. Donc il y a des enfants pour qui c'est encore aujourd'hui un rêve, un objectif de pouvoir rentrer dans ce type d'environnement et de formation. Tu avais une question par là-dessus? Une dernière question, parce que on voit un micro qui est ouvert. Voilà. On voit qu'il y a un encadrement qui se met en place, qui s'améliore au fil de l'eau. Depuis l'affaire Denis du Pays, vous n'avez pas eu de problème particulier, de signalement particulier, hormis peut-être, j'imagine, des choses qui existent dans tout établissement scolaire, de conflits parfois entre enfants, ou même parfois de conflits entre enfants et un pédagogue, mais sans qu'il y ait de problème qui demandent de la mise en place d'une commission, enfin d'une enquête ou de la résolution d'un conflit. Aujourd'hui, il n'y a pas est-ce que vous avez des cas particuliers récents dans les 5 dernières années de problèmes un peu lourds?
Alors, l'affaire que vous évoquez de Denis Dupailly est très récente pour nous, parce que c'était le printemps 2023, avec un moment vraiment, pour nous, ça a été une vraie crise. C'est-à-dire découvrir ça, c'était il y a 1 an et demi, c'était une vraie crise, un vrai bouleversement pour toutes les équipes. Donc à ce moment-là, on a essayé de regarder vraiment tous les axes d'amélioration qui étaient possibles. Alors, d'une part, il y a toutes les actions qu'on a tournées vers les jeunes de l'époque, avec une campagne d'appel à témoignages qu'on a diffusée sur les réseaux, dans la presse, par voie de mail. Une quinzaine d'élèves de l'époque avaient été directement contactés. Il y a une boîte mail spécifique qui a été ouverte à l'attention des anciens maîtrésiens pour recueillir leurs témoignages. On y a mis en place une écoute téléphonique anonyme. Donc on a essayé vraiment de pouvoir rentrer en contact avec le mieux possible avec les élèves qui avaient été présents à cette époque-là. On a échangé avec eux, on les a aussi écoutés sur ce qu'ils percevaient comme ayant été des éléments qui avaient pu accroître leur vulnérabilité. On a vu qu'il y avait 2 types en fait, de préoccupations sur lesquelles on est extrêmement vigilant. À la fois, il y a ces violences sexuelles et sexistes qui sont le cœur de ce qui est reproché à Denis Dupailly. Et par ailleurs, il y a aussi une forme de violence qu'on qualifierait peut-être aujourd'hui de harcèlement, c'est-à-dire de très forte pression, exigence d'excellence, qui contribuent à mettre dans une situation d'autorité et donc de vulnérabilité les enfants. Donc on a cherché à travailler vraiment sur ces 2 enjeux-là, avoir des procédures de mise en confiance des élèves, de suivi. On a doublé les effectifs qui encadrent pendant les tournées, de surveillance, pas de contact, pas de rendez-vous individuel où un élève se retrouve seul avec quelqu'un du personnel. Donc on a vraiment cherché à avoir une vigilance complète sur ce qui peut se passer pendant cette scolarité. Ça, vous l'avez dit en préambule, et c'est très important en effet que les enfants ne se retrouvent pas seuls avec des adultes, surtout des enfants rendus vulnérables par cet élément d'excellence et de concurrence qu'on comprend bien. Moi, j'avais une question qui était donc un peu connexe, mais qui me travaille depuis le début de cette commission d'enquête. C'est que, bon, dans votre cas, on a vu, il y a eu plusieurs cas assez lourds. Il y a eu, là, avec le chef de chœur, enfin, avec le directeur de la maîtrise, il y a eu le directeur des programmes de France Bleu, je crois que c'était ça son titre, comment il s'appelle, à Sanchez, à Monsieur Sanchez, c'était directeur des programmes. Il était quoi? Il était, oui, ancien directeur des programmes. Voilà. Et puis il y a Laura Adler qui a raconté aussi, alors pas, mais une ambiance vraiment extrêmement sexiste quand elle travaillait à France Culture avant, donc avant que vous n'arriviez, et cela vous concerne pas directement, mais elle a raconté quand même des faits extrêmement graves où il y avait des gens, il y avait des menaces physiques, il y avait des propos sexistes permanents, on l'attendait dans l'ascenseur, on lui crachait dessus, il y avait des agressions sexuelles, enfin vraiment quelque chose de... Et donc la question que je me pose, c'est vis-à-vis de tout cela qui ne peut pas être réglé sur le moment où ça se produit, et avec les personnes qui sont en présence à ce moment-là. Est-ce que vous envisagez, est-ce que vous avez réfléchi, je vais poser la question comme ça, et c'est vraiment une question ouverte parce que je pense que personne ne l'a encore fait, donc voilà. Mais est-ce que vous avez réfléchi à la responsabilité de l'institution que vous représentez, et du coup, quelle réparation pourrait apporter l'institution, non pas vous en tant que responsable de cette institution aujourd'hui, mais l'institution qui était là présente avant et qui sera présente après. Et du coup, comment cette institution peut-elle s'adresser aux victimes de ces comportements sexistes, sexuels et d'agresseurs pour réparer en quelque sorte les dégâts qui ont été faits aux victimes. Est-ce que des excuses, par exemple, seraient envisageables? Est-ce que, je ne sais pas, un geste particulier sur l'histoire? Parce qu'en fait, il y a plein de faits qui ne relèvent plus de la gestion actuelle, mais qui pour autant existent encore et sont au moins dans le vécu des personnes. Est-ce que vous avez réfléchi à un acte vis-à-vis des personnes qui auraient subi ces comportements? Je crois que la façon dont on a réagi face à l'affaire Dupailly, qui est vraiment quelque chose qui nous a
qui a été extrêmement brutale pour la direction en place, puisque c'est vrai que ça se passe, la première réaction, c'est de dire j'y peux rien. Et en fait, je pense que une des premières choses qu'on a faites et qui est très importante, c'est l'ouverture des archives, pour dire voilà, on ne connaît pas. La plupart des personnes qui étaient actives à l'époque étaient soit décédées ou soit on n'avait plus de moyens, notamment on ne pouvait plus retrouver de liste de maîtrisiens de l'époque, parce que à travers les noms de famille, on n'a pas gardé de numéro de sécurité sociale qui aurait permis d'identifier les gens. Et donc je pense que notamment la transparence complète d'une institution en permettant d'accéder à des courriers du président directeur général de l'époque, des différentes recommandations qui avaient pu être faites à l'époque pour recommander Denis Dubaïs à Radio France, des signalements et également les courriers adressés par les parents d'élèves au directeur de Radio France, qui notamment pour une partie était très en soutien de Denis Dubaïs. Ça a permis, je pense, au collectif de réaliser la complexité et en même temps, en tout cas, c'est comme ça que nous l'avons ressenti, il y avait une forme de reconnaissance. Je ne dis pas que c'est une réparation, mais en tout cas, je pense que c'est extrêmement important d'agir en parfaite transparence et d'être en capacité d'ouvrir les portes, de dire nous ne savons pas, nous n'étions pas peut-être en responsabilité à l'époque, mais pour autant, nous ne nous exonerons pas de la responsabilité de l'institution, et cette responsabilité, c'est notamment d'être transparent. Et je pense que ça participe, notamment avec ce qu'on a pu faire avec la Civise et avec le juge Durand, ça participe à l'écoute, et je ne sais pas si c'est une réparation, mais en tout cas, ça aide. Et vraiment, c'est ce qu'on a ressenti. C'est un geste très fort. Voilà, ça a vraiment, en tout cas, ça a permis un dialogue. Même pour préparer l'audition que le collectif a eue avec votre commission, ils sont revenus chez Radio France et on leur a remis les archives pour dire voilà, si vous n'aviez pas bien noté. Et je pense que ça, c'est vraiment important. C'est les personnes, la responsabilité pénale des personnes qui ne sont plus là est très difficile à établir. Pour autant, l'institution, elle perdure. Et comme elle perdure, elle se doit à un devoir de transparence. Alors ça, c'est vrai pour la maîtrise et c'est vrai que c'est un geste très fort d'ouvrir toutes les archives parce que tout le monde n'a pas fait et que justement la transparence complète sur ce qui s'est passé est un geste extrêmement fort. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais je vous citais l'exemple de Laura Adler, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres. Et pour des gens comme ça qui ne rentrent pas dans un processus comme pour la maîtrise, qui est un processus de plainte judiciaire, etc., est-ce que vous avez pensé... Mais encore une fois, je vous pose la question, non pas, ne la prenez surtout pas en termes de mise en cause de quoi que ce soit, parce que je pense que c'est un des sujets que la société va avoir à traiter à un moment, c'est de traiter l'histoire de ces faits-là, comme l'histoire d'autres faits. Et parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir aller chercher chaque agresseur et chaque violeur par le col, parce que sinon, on va finir en guerre civile. Enfin, véritablement, je pense que véritablement, il y a un sujet. Donc, comment on peut essayer de travailler sur la reconnaissance des faits, des actes qui sont posés, qui permettent aux victimes de se sentir reconnues dans ce qu'elles ont pu vivre, et en même temps ne pas aller sur des plaintes systématiques ou des... comment on fait en fait dans ces cas-là? Et c'est une question vraiment très ouverte que je vous pose et vous avez le droit de répondre que vous n'y avez pas du tout pensé. Hein. Voilà, c'est tout à fait possible. Et pour compléter la question très, très pertinente de Madame Rousseau, c'est que vous avez, vous, en plus, vous êtes média, donc vous avez aussi une capacité à faire ce travail important d'objectivation, de contextualisation et de presque un travail aussi un peu sociologique, de dire des choses qui se sont passées dans notre société et que les choses évoluent et de faire ce constat que vous êtes là en accompagnement pour continuer à les faire évoluer. Comme j'ai précisé au début, on a deux responsabilités, nous, aujourd'hui, en tant qu'employeur. Et cette responsabilité, il y a une permanence de l'institution. Donc, l'institution est responsable de ce qui s'est produit en son sein, quelles que soient les périodes et quelles que soient les personnes qui étaient en fonction à ce moment-là. Et par ailleurs, nous avons une responsabilité bien évidemment particulière en tant que média. Comme je vous l'ai décrit, en tant que média, on a été extrêmement vigilant à accroître ces dernières années les émissions, les contenus documentaires qui permettent de parler de ces sujets
et de parler des évolutions de la société au sein de laquelle la parole a été beaucoup plus libre et a permis de faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Ensuite, il y a une évolution, et je voudrais le dire parce que moi j'ai essayé de la porter en tant que présidente en 2018 quand j'ai pris mes fonctions, une première évolution qui est l'environnement culturel. Aujourd'hui, vous avez un taux d'encadrement, un taux de féminisation de l'encadrement qui a été croissant ces dernières années, qui est important et à l'occasion duquel voilà, ça s'accompagne d'une sensibilisation, d'une attention extrêmement forte et renforcée sur ces questions-là. Et je pense que tout ceci fait partie en fait de l'évolution culturelle de la société. Sur nos antennes, il y a de plus aujourd'hui, il y a beaucoup de voix de femmes. On est très vigilant sur les invités externes, tout comme sur les voix des gens de la maison qui représentent l'antenne et qui sont aujourd'hui à des heures de grande antenne des femmes, par exemple la matinale. Donc ce sont des sujets sur lesquels ça fait partie aussi de toute une évolution que l'on essaie de porter. Je pense que nous avons été précurseurs sur la féminisation de l'antenne de France Inter, par exemple. Celle de France Culture aussi. Et ça a été fortement mené par des femmes qui dirigeaient les antennes. Et c'était deux femmes qui ont beaucoup accéléré la féminisation des personnes qui pouvaient... à qui étaient proposées des responsabilités importantes sur ces antennes-là. Quand il y a eu les premiers faits, tout à l'heure j'ai cité, il y avait une enquête qui a été menée auprès d'une locale de France Bleu. Moi j'avais envoyé à ce moment-là un mail à l'ensemble des salariés. Juste au moment où je demandais à Sophie Latraverse une mission pour comprendre si nos procédures étaient suffisantes pour détecter, pour prévenir, pour instruire ces situations-là, j'avais fait un mail à tous les salariés, à la fois pour quelque part apporter pas une réparation mais une reconnaissance à tous ceux et celles qui au sein de l'entreprise avaient pu s'estimer victimes d'agissements qui n'avaient pas lieu d'être dans l'entreprise, pour alerter l'ensemble des salariés de leurs propres responsabilités et du fait que nous allions être intraitables sur ces questions-là avec aucune tolérance, et les sanctions que nous avons prises, que nous avons rendues publiques en interne, ont visé aussi à cette exemplarité et à faire en sorte que les mentalités changent. Et je pense que vous le savez parfaitement, il y a aussi une évolution des mentalités qui a été particulièrement marquée ces dernières années sur ces questions-là, que nous avons... c'est des sujets que nous avons beaucoup traités sur nos antennes et qui se voient dans tous les collectifs de travail. Monsieur le rapporteur. Question un peu complémentaire. Bon, on voit bien et on constate bien les efforts qui sont faits. Il semblait évident. Mais quand on est à la tête d'une institution comme la vôtre, on peut avoir à un moment donné un réflexe aussi parfois légitime et normal, je le dis, de protéger, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments, de protéger par exemple une direction qui serait attaquée, et puis on se dit mais non, on a tout fait pour, et il y a pas, et donc comment on gère ce moment qui peut être le moment entre c'est une question presque, pas personnelle, mais presque. Comment, en tant que directrice ou directeur d'une institution comme la vôtre, à un moment donné, on a des liens avec des membres de l'équipe de direction, et ces membres de l'équipe de direction, ou un producteur, qui est un producteur vedette de l'émission, de l'antenne, il est accusé, et comment vous gérez le premier temps, parce que il y a parfois, et on le voit dans un nombre de cas, parfois il y a une protection de l'institution qui dit non, c'est pas possible, on a tout fait, on a tout bien fait, il doit pas y avoir, et il n'y a pas de défaillance. Et puis après, l'enquête révèle qu'il y a une défaillance. Et comment vous gérez après le retour difficile de dire on s'est trompé? C'est un vrai sujet, parce que je crois que ça permettrait parfois de libérer, vous voyez, les blocages qu'il peut y avoir dans certaines institutions, pas la vôtre nécessairement, mais de dire
la difficulté de lancer une procédure contre quelqu'un qui est installé, quelqu'un qui parfois rapporte de l'argent à une institution et parfois avec qui on a une sympathie et même un parcours, une camaraderie de travail depuis de longues années. Est-ce que vous avez été amené à gérer ça et comment vous pouvez le gérer? Parce que c'est juste, c'était dans votre période et je pense un peu à l'histoire au fait de Sandrine Trainer qui a été accusée. Il y a eu des accusations. Il y a eu un premier réflexe de dire visiblement ça se passe bien. Et puis après, il a été démontré qu'il y avait des sujets et visiblement elle a fini par démissionner de son poste. Donc comment on gère ces moments qui sont humains, hein. C'est pas du tout de la remise en cause parce qu'on voit bien le travail que vous faites par ailleurs. Ce sera notre dernière question. Merci. Merci. Peut-être pour finir, dans les communications que nous avons faites ces dernières années, nous avons toujours affirmé une chose, c'est que notre première responsabilité, c'est de protéger les victimes. Et je pense que c'est ça qui doit être le fil conducteur de tout ce qu'on fait. Et quand il y a eu la question de la maîtrise, s'agissant des agissements de nid du pays, les faits qui étaient révélés ne concernaient pas Radio France au départ. Et on s'est engagé volontairement dans une transparence complète. Comme je vous le disais, on a mis des annonces dans la presse pour essayer de retrouver des anciens maîtrésiens et qu'on puisse faire la lumière sur ce qui s'était passé pour prendre notre responsabilité. Donc je trouve que c'est extrêmement important et des institutions comme les nôtres doivent prendre leurs responsabilités et s'honorent de ne pas chercher à les esquiver, à les cacher, à les effacer, à se protéger. Doivent au contraire prendre la pleine mesure de leurs responsabilités. En essayant de faire la lumière complète sur ce qui a pu se passer et en tirant toutes les conséquences dans leur fonctionnement interne et dans les relations avec les personnes qui travaillent à leur côté. Vous parlez de France Culture, c'est un climat, c'est quelque chose qui est très difficile à objectiver. C'est pour ça que je vous le disais, dans les procédures d'instruction qu'on a mises en place, sur lesquelles on a défini des règles, on s'efforce de mettre en place ces procédures qui soient collégiales. Parce que quand vous avez une seule personne qui décide, il y a toujours une part de subjectivité qui peut se dire, bah oui, une tape sur les fesses, c'est pas très grave, une blague sexiste, on a toujours fait, franchement, c'est pas très grave. Ou alors, donc c'est pour ça que la collégialité est une des conditions pour faire en sorte que dans toutes ces situations qui sont des situations humaines et qui sont de fait des situations complexes, on fasse à mesure des choses. La relation avec un supérieur hiérarchique, est-ce que c'est une exigence juste d'un supérieur ou est-ce que ça devient un harcèlement? La frontière et la limite entre les deux, il y a tout un degré, toute une nuance. Et arriver à faire la part des choses entre différentes solutions et le ressenti de chacun peut être différent. Pour ce que vous évoquez à France Culture, à partir du moment où il y a eu l'expression de témoignage, j'ai missionné une commission externe pour garantir une confidentialité et une liberté de la parole des équipes de France Culture. Cette commission a travaillé dans un temps long, ayant fait l'objet de beaucoup de sollicitations. On a étendu la durée de sa présence et de son travail. Et au bout d'un certain temps, Sandrine Trainer, à l'époque, sentant que les conditions de confiance n'étaient plus remplies, m'a présenté spontanément sa démission. Les conclusions de la commission n'étaient pas encore rendues. Donc, vous voyez, c'est des situations qui sont ni noires ni blanches. C'est complexe. Mais ça oblige effectivement à avoir un principe. Et moi, le principe que j'ai toujours suivi dans mes communications auprès des salariés, auprès des responsables managers, en tout cas, ça a été que le principe premier, c'est la protection que l'on doit aux victimes. Merci beaucoup, merci pour cette audition, merci pour votre temps. Et donc les auditions auront lieu jusqu'en février, donc maintenant on a 2 ou 3 semaines d'audition encore. Si vous avez des compléments par écrit à nous transmettre, nous sommes évidemment ouverts à les lire et nous les lirons avec attention même. Et si nous avons des questions complémentaires, nous nous permettrons de revenir vers vous. Notre rapport sortira a priori au mois d'avril. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Donc, on a noté les éléments complémentaires que vous demandiez. On vous les transmettra évidemment rapidement. Merci beaucoup à vous. Merci.